On continue nos révisions de fonctions de la variable complexe. On rappelle la définition. On a vu dans la première vidéo, on a U en ouvert de C. On a f une fonction de U dans C, et on dit qu'elle est dérivable au sens complexe en Z0 élément de U, si on peut écrire, je vais tout de suite écrire ça sous la forme d'un développement limité, f de Z0 plus h, écrit sous la forme f de Z0 plus h fois une certaine constante, si donc il existe une constante L dans C, ça s'écrit h fois L plus un petit o de h, et on note, ça c'est f' au point Z0. Et je pense que j'ai oublié de dire ce mot dans la vidéo d'avant, si f est dérivable en Z0 pour tout Z0 dans U, on dit que f est holomorphe sur U, et on note f appartient à l'ensemble des fonctions holomorphes sur U. Très bien. Ce qu'on voit, ce qu'on avait déjà dit dans la vidéo précédente, c'est que si f est holomorphe, on peut y penser comme une fonction définie, en identifiant C à R2, comme une fonction définie sur un ouvert de R2 et à valeur dans R2. Ce qu'on a écrit là, c'est exactement le fait que f est différenciable et que sa différentielle est C linéaire. Peut-être je vais écrire ça de manière encore plus lourde. F est différenciable, et sa différentielle, alors, est C linéaire, c'est-à-dire de la forme, c'est quoi une application C linéaire de C dans C? En dimension 1, sur C, c'est bien sûr juste la multiplication par une constante. C'est l'application qui a H associé un certain complexe A plus IB fois H. Du coup, alors je ne voudrais pas effacer pour l'instant, la matrice jacobienne de F au point, en un point Z0, alors là j'aurais pu dire F est dérivable en Z0 plutôt que holomorphe, tant qu'à faire. F est dérivable en Z0 si et seulement si f est différenciable au même point. Sa différentielle est C linéaire. Une application C linéaire, c'est juste la multiplication par un complexe, puisque je suis en dimension 1. Et la matrice jacobienne, si j'y pense comme une application de R2 vers R2, la multiplication par A plus IB, où bon, bien sûr A et B sont réels dans cette notation, c'est partie réelle et partie imaginaire de f' de Z0. La multiplication par A plus IB, elle envoie 1 sur A plus IB, donc dans la base canonique, 1i de C vu comme R2 espace vectoriel. Le premier vecteur est envoyé sur A plus IB, le deuxième vecteur est envoyé sur moins BA. Donc f est holomorphe si et seulement si elle est différenciable en tout point, et sa différentielle est C linéaire, c'est-à-dire la multiplication par un nombre complexe, ou encore en termes géométriques, la similitude directe, enfin si c'est une similitude directe, de rapport module de f' de Z0 et d'angle argument de Z0, bien sûr seulement défini modulo 2π. Donc maintenant, si on écrit f, si on pense que f, c'est une fonction de deux variables réelles, enfin définie sur un ouvert de R2, et qu'on appelle P de xy, Q de xy, donc P c'est la partie imaginaire, P c'est la partie réelle, pardon, Q c'est la partie imaginaire, ou de notation identique, f de x plus y égale P de xy
plus I, Q de xy, donc où P, la partie réelle de f, Q est sa partie imaginaire, alors la matrice jacobienne de f, si elle est différenciable, la matrice jacobienne de f en un point z0, en un point, vu mes notations, x0, y0, ben, qu'est-ce que c'est? Dérivée partielle de la première coordonnée par rapport à la première variable au point x0, y0, dérivée partielle de la première coordonnée par rapport à la deuxième variable au même point, et les mêmes choses pour la deuxième coordonnée. Donc, si f est différenciable, f est holomorphe, ben c'est pareil que de dire que f est holomorphe sur U, c'est pareil que dire que f est différenciable sur U et, alors je pense que je peux effacer ça, pareil que f est différenciable sur U, alors je vais réécrire en plus gros, pareil que dire que f est différenciable sur U, et sa matrice jacobienne est celle de la multiplication par un complexe, c'est-à-dire qu'elle a cette forme-là. Autrement dit, qu'est-ce que je vois? Des ronds P sur des ronds X, donc quel que soit x0, y0 dans U, des ronds P sur des ronds X en x0, y0, qui est le coefficient en haut à gauche, est égal au coefficient en bas à droite, c'est-à-dire des ronds Q sur des ronds Y, en x0, y0, et le coefficient ici est égal à moins celui-là, donc des ronds P sur des ronds Y, en x0, y0, est égal à moins des ronds Q sur des ronds X au point x0, y0. Donc si on pense à une fonction holomorphe comme une fonction d'un ouvert de R2 vers R2, qui est différenciable sur les dérivées partielles, le fait d'être holomorphe, ça se lie par ces équations qu'on appelle les équations de Cauchy-Riemann, qui sont parfois utiles dans des exercices qu'il faut connaître pour faire le lien avec ce qu'on sait déjà sur les différentiels et le lien entre le point de vue de C comme C espace vectoriel ou C comme R espace vectoriel de dimension 2. Mais géométriquement, il vaut bien mieux penser à la dérivée d'une fonction holomorphe comme la multiplication par un nombre complexe, plutôt comme une application linéaire de R2 vers R2, qui se trouverait être C linéaire. Bien. Est-ce que je veux dire quelque chose de plus dans cette vidéo? Oui, juste une remarque. Évidemment, je ne vais pas essayer de faire un cours complet en vidéo sur les fonctions holomorphes, donc il y a des choses sur lesquelles je vais passer très vite, peut-être on aura le temps de faire des exercices, mais on déduit immédiatement de cette caractérisation, si on n'a pas envie de refaire la preuve sur C, qui est pourtant la même que sur R, voilà, qu'on a un théorème d'holomorphie sous l'intégrale, de dérivation au sens complexe, qui est formellement le même que celui sur R, c'est qu'on remplace un Z dans R par un Z dans C. Pourquoi? Parce que finalement, calculer une différentielle, c'est juste calculer, pour une fonction de R2 vers R2, c'est calculer 4 dérivées partielles. Si notre fonction est holomorphe, donc elle est en particulier différenciable, les 4 dérivées partielles existent. Ah, ici, je me rends compte que je triche un peu. Bon, il faut pour l'instant faire une hypothèse, en supposant pas seulement f continu, mais C1. On va voir après que ça c'est automatique, mais pour l'instant, pour pouvoir avoir les bonnes hypothèses pour échanger intégrale et dérivée, j'ai besoin de supposer quelque chose
sur la dérivée pour qu'elle se comporte suffisamment bien, par exemple le fait qu'elle soit continue. Donc pour l'instant, ce que je peux déduire, c'est que si f a des dérivées et C1 et que sa différentielle se trouve être C linéaire, si je fais une intégrale à paramètres d'une fonction comme ça, alors je récupère encore une fonction holomorphe. Le miracle de la théorie des fonctions holomorphes, c'est qu'en supposant seulement f dérivable, elle est automatiquement C1, mais ça en fait on ne l'a pas encore vu. Je voulais juste mentionner, je ne vais pas en parler, ça ne va pas apparaître ailleurs dans les vidéos, qu'on a un théorème d'holomorphie sous le signe intégral, et qui est exactement le même que le théorème de dérivabilité sous le signe intégral qu'on a pour des fonctions d'une variable réelle. Il faut juste remplacer R dérivabilité par C dérivabilité, et on n'a pas besoin de faire des hypothèses de continuité sur la fonction. Je vais juste conclure cette vidéo avec quelques propriétés des fonctions holomorphes. Donc, je vais juste écrire, on retrouve les propriétés usuelles de la dérivabilité. Les preuves sont en fait exactement les mêmes que sur R. Parce que ça n'utilise que la structure de corps en fait. Si j'ai deux fonctions holomorphes sur un même ouvert U, leur combinaison linéaire est encore holomorphe, f fois g prime, c'est f'(g) plus g'(f). Ça, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez essayer de le déduire de la règle de la chaîne. Ou simplement refaire exactement la même démonstration que celle qui marche sur R. F rond G prime en un point Z, si c'est bien défini, c'est F prime au point G de Z fois G prime au point Z. Donc ça, c'est juste la règle de la chaîne. Donc on peut le montrer exactement comme sur R, ou dire, pour les différentiels, j'ai la règle de la chaîne, et comme les différentiels sont les multiplications par certains nombres complexes, ça me donne que la différentielle de la composée, c'est la multiplication par ces deux nombres complexes-là. Et évidemment, là, je vais très vite, c'est juste pour rappeler qu'on a les propriétés habituelles, mais pour que ça ait un sens, il faut que G soit holomorphe sur un ouvert U, F holomorphe sur un ouvert V, et que G de U soit contenu dans V pour pouvoir faire la composition, et que ça reste défini sur tout un ouvert. Et le dernier point, c'est que si F ne s'annule pas sur un ouvert U, alors 1 sur F prime est holomorphe, et on a la formule moins F prime sur F2, et donc on en déduit que 1 sur F est bien holomorphe. Ça fait partie de l'énoncé. Tant que F ne s'annule pas, l'inverse est holomorphe, et la dérivée s'obtient comme ça, et ça se déduit du fait que F fois 1 sur F égale à constante, et il faut juste arriver à montrer que c'est égal 1, il faut juste arriver à montrer que ça c'est dérivable, c'est la même preuve que sur R. Du coup, on retrouve aussi toutes les formules habituelles. Si j'ai f à la puissance n, sa dérivée c'est n f' à la puissance n-1, et ainsi de suite. On retrouve vraiment strictement les mêmes propriétés auxquelles on est habitué pour les dérivées de fonctions d'une variable réelle. Bien, ça finit essentiellement les préliminaires sur les fonctions holomorphes. On a vu que les fonctions dérivables en série entière sont holomorphes. Maintenant, on va entamer le chemin qui va nous permettre de dire que si f est une fonction holomorphe sur un ouvert, alors elle est développable en série entière au voisinage de chacun des points de l'ouvert. C'est la somme de cette série de Taylor en ce point-là, on dit qu'elle est analytique, et donc on va voir que holomorphe au développable en série entière, c'est la même chose. Ça, c'est un théorème qui n'est pas trivial, qui se base sur la formule de Cauchy, enfin sur un théorème de Cauchy et une formule de Cauchy. Donc il nous reste à voir des applications, on va parler d'indices, du théorème de Morera, puis du théorème de Cauchy, on établira la formule de Cauchy,
Et au bout de tout ça, on sera capable de déduire tous les grands théorèmes sur les fonctions holomorphes. Merci, et à la prochaine fois.